Bonjour et bienvenue pour cet épisode hors série de Femmes dans le vent. Notre personnalité mise à l'honneur pour ce numéro s'appelle Sophie Klinger et je vous invite à découvrir cette femme d'exception, son parcours, son engagement. Bonjour Sophie Klinger. Bonjour. Donc vous avez 32 ans, vous êtes chef de projet développement pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et vous avez gentiment accepté notre invitation pour mettre en lumière le travail de l'association, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, les victoires et les besoins. Pour démarrer ce sujet, pouvez-vous nous raconter comment est née l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et quelle est sa mission? Oui, bien sûr. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a été créée par le professeur Francine Leca, qui est la première femme chirurgien cardiopédiatre française. Et elle a été créée en 1996 par un fait assez simple et éloquent finalement. C'est un papa iranien qui lui a écrit une lettre d'un papa désespéré qui sait que son fils a atteint d'une malformation cardiaque et il sait que c'est pas possible de le soigner dans son pays, mais que le professeur Leca opère ces malformations très bien en France, et donc il lui adresse un message de désespoir en lui demandant de s'occuper de son fils. Et le professeur Leca, bien sûr, voulait le faire. Donc elle est allée voir sa direction à l'hôpital et on lui a opposé un refus parce que oui, si elle voulait bien opérer gratuitement cet enfant, ben, un bloc, ça coûte cher, il faut du matériel, il faut tout un corps infirmier et voilà, il ne pouvait pas le faire. Et donc, c'est une femme de caractère qui s'est pas arrêtée là, et qui a dit bah, si c'est de l'argent qu'il faut, on va aller en chercher. Et c'est comme ça qu'elle a créé l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque en 96. Donc, notre action, c'est de prendre en charge des enfants qui sont atteints d'une malformation cardiaque et qui vivent dans des pays défavorisés où il n'y a pas les moyens techniques, pas les moyens financiers non plus d'être opérés, pris en charge. Donc, on va former des médecins dans les pays pour qu'ils puissent faire le meilleur diagnostic possible et nous soumettre les dossiers des jeunes patients, dossiers qui vont être étudiés par un staff médical bénévole à l'association et le professeur Francine Leca. Et puis, on va faire venir ces enfants avec l'aide d'une autre association qui s'appelle Aviation sans frontières. Ils vont accompagner les enfants jusqu'à nous. Et puis, une fois en France et en Suisse, ils sont remis entre les mains de familles d'accueil qui vont s'en occuper pendant 2 mois, qui est le temps qu'il faut pour préparer l'opération, opérer, suivre la convalescence. Et quand ils sont guéris, on les ramène auprès de leur famille au pays. Voilà notre action. Très bien, donc à la base, donc une femme engagée et toute une chaîne humaine volontaire et engagée. Vous, à titre personnel, pourquoi vous vous êtes engagée justement auprès d'une association? Ouais, c'était important pour moi. Alors, j'ai toujours travaillé en association, mais avant, je travaillais en fédération sportive pendant 10 ans. Et puis, comme beaucoup de personnes aussi, le besoin d'avoir plus d'impact encore, donner encore plus de sens à son travail. Et c'est vrai que par le biais des rencontres, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Orso Chetoshin, le directeur de l'association, qui est le fils du professeur Leca. C'est vraiment une petite association familiale. Et on s'est rencontrés. Voilà, il y avait besoin de quelqu'un et j'ai eu cette chance de pouvoir rejoindre cette équipe incroyable et c'est super. On va s'en parler, mais il y a plein de belles histoires, il y a plein de gens prêts à aider. Les Français sont hyper généreux, donc c'est très chouette d'avoir rejoindre cette association et de se sentir utile. Et c'était vraiment ma démarche et je me sens chanceuse d'avoir pu l'atteindre. Très bien. Vous avez évoqué justement donc les missions de l'association. Quels sont les moyens d'action que vous avez pour atteindre vos objectifs? Alors, ils sont pluriels et je vais commencer par la structure. En fait, l'association elle est scindée en 2 équipes, un pôle médical et un pôle développement. Donc, le pôle médical, j'en ai un petit peu parlé, c'est eux qui vont s'occuper des dossiers entrants des patients, l'analyse des dossiers, etc. Faire venir l'enfant, les visas, les billets d'avion, etc. Rechercher la famille d'accueil. Il y a une personne qui est dédiée pour la recherche et le suivi avec les familles d'accueil. Et puis enfin,
aussi le suivi des enfants sur lesquels on attache beaucoup d'importance parce que parfois les opérations cardiaques, quand ils sont sur des enfants très petits, il faut les revoir plus tard et réopérer, c'est possible. Et puis c'est important pour nous de suivre les enfants sur lesquels on a investi, puisque c'est des opérations par finance. Voilà, c'est important pour nous de les suivre. Donc nos moyens d'action, on se les crée. C'est vrai qu'on met en œuvre aussi, par exemple, on a mis en œuvre une application de formation qui s'appelle 5 sur 5 pour pouvoir former les médecins dans les pays pour qu'ils se forment à la cardiopédiatrie et nous faire les diagnostics les plus précis et le plus tôt possible parce qu'une malformation cardiaque, plus on la prend en charge tôt, moins plus il y a de chances de réussite, moins il y a de risque de surproblématique qui fait qu'on ne pourra plus sauver l'enfant, donc c'est important. Donc voilà, nous, on va développer vraiment des moyens pour progresser, pour aider, parce que c'est notre rôle finalement, c'est aider ces gens qui ont moins de chance que nous. Et puis, à l'équipe développement, notre rôle, c'est de pouvoir aller justement chercher des fonds pour financer les opérations de ces enfants. C'est une opération qui coûterait pour... vous, si vous avez un enfant qui naît avec une malformation cardiaque, ça va coûter à l'État entre 30 et 40 000 euros en moyenne. Nous, on a travaillé avec les hôpitaux en France qui assurent cette chirurgie-là pour pouvoir avoir un prix forfaitaire que l'hôpital ne perde pas d'argent, mais qui n'en gagne pas non plus. C'est un forfait de 12 000 euros. Donc, voilà, l'équipe développement, notre rôle, ça va être d'aller chercher des multiples de 12 000 euros pour trouver le plus d'enfants possible. Voilà, et on vit sans subvention, c'est un choix pour être autonome. Et du coup, nos moyens, c'est de compter sur la générosité des mécènes, qui peuvent être des entreprises, qui nous aident à sauver des enfants, et aussi beaucoup de particuliers, mais comme vous, Émilie, qui vont se donner des défis sportifs. Pour la bonne cause. Ouais. Et voilà, pour la bonne cause, qui vont décider de donner du sens à leur performance et qui vont nous aider à collecter des fonds auprès de leur entourage et tous ensemble réussir à sauver des enfants. Non, c'est vraiment exceptionnel comme mission en tous les cas. Et justement, comment on crée ces événements là, par exemple, on évoquait les défis sportifs. Vous décidez comme ça, on se dit, voilà, j'ai 12 000 euros à récolter, on a ce biais-là. C'est décidé comment tout ça? Alors, nous, c'est vrai que le sport, c'est dans l'ADN de l'association depuis qu'elle a été créée, tout simplement aussi parce que je vous ai dit que le professeur Leca s'est dit j'ai besoin d'aller chercher des fonds. Elle est près de chez elle, à côté de chez elle, il y a un golf très prestigieux qui s'appelle le golf de Saint-Nom-la-Bretèche et elle est allée les voir. Elle a dit est-ce qu'on peut faire un trophée de golf pour nous aider à collecter des fonds, et ils nous ont accueillis. Et encore cette année, on a fait un trophée de golf qui nous a permis de sauver 17 enfants. Puis toujours, on a le sport dans notre ADN, et c'est vrai que pour nous, la symbolique, elle est assez belle parce que les enfants qui naissent avec une malformation cardiaque, ils peuvent évidemment pas faire de sport, ils peuvent à peine marcher. Pour eux, c'est difficile d'aller à l'école parce que l'école est loin et qu'il faut marcher 40 minutes. En fait, c'est épuisant pour l'enfant qui peut pas faire ce genre d'effort-là, et se dire que nous, qui avons un cœur sain ou un cœur réparé, parce qu'on a aussi des personnes qui ont eu une malformation cardiaque enfant et qui en sont guéries, qui font du sport aujourd'hui, et se dire que notre cœur qui fonctionne bien nous permet de relever des défis sportifs incroyables, quel qu'il soit, et chacun à son niveau, c'est finalement se dire moi aussi je peux à mon niveau offrir un souffle à ces enfants pour qu'ils connaissent aussi les joies de jouer, de courir avec les autres enfants de leur âge, et puis grandir comme eux finalement, et c'est un super cadeau. Et quand on est dans la difficulté d'un défi sportif, on sait combien le mental est important, et se dire à un moment donné, allez, ce défi-là, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ces enfants qui n'ont pas eu cette chance de naître avec un cœur en bonne santé. Et ça donne vraiment un supplément d'énergie pour atteindre et relever le défi.
C'est tout à fait ça. Et du coup, à titre personnel, j'encourage bien évidemment tous les sportifs à s'engager auprès d'une telle cause pour relever des défis. Et c'est vrai que c'est un vrai regain d'énergie, même au moment où ça devient un petit peu compliqué. Donc oui, oui, allez-y, surtout, l'expérience en vaut vraiment le coup. Et puis quand on voit les résultats, c'est tout simplement magnifique de voir la portée de ce geste-là. J'aimerais que nous parlions des enfants qui sont pris en charge grâce à l'association. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter qui ils sont? Oui, alors c'est des enfants du monde. Il faut savoir que partout dans le monde, un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque. C'est énorme, c'est la maladie infantile la plus répandue finalement. Mais voilà, quand on naît dans un pays développé, eh bien on a tout ce qu'il faut pour être pris en charge, et c'est pas le cas dans les pays défavorisés. Donc nous, on travaille beaucoup avec les pays d'Afrique, mais pas exclusivement. Et ces enfants c'est des enfants comme tous les enfants du monde, c'est juste que ils sont nés avec cette malformation cardiaque. Et ça peut être des enfants des villes, ça peut être des enfants de milieu rural qu'on va avoir du mal à diagnostiquer. C'est pour ça que nous, on insiste vraiment aussi pour pouvoir former au mieux les médecins, parce que s'ils n'ont pas la machine et la structure pour les opérer, au moins qu'ils puissent diagnostiquer les enfants très vite, et qu'on ne se dise pas que ces essoufflements et ces bronchites, finalement, c'est un rhume fréquent. Non, finalement, oui, derrière ça, ça peut être une vraie malformation cardiaque. Donc derrière eux, c'est aussi beaucoup de parents qui suivent leur instinct et qui se disent non, c'est pas normal ce qui se passe pour mon enfant, et qui vont qui vont faire des voyages de jours entiers, parfois, pour se rendre à la capitale et consulter le médecin cardiopédiatre qui va pouvoir ensuite nous soumettre le dossier. Donc beaucoup d'enfants de pays défavorisés d'Afrique, mais pas que. On a des enfants d'Haïti, on a eu des enfants récemment de Syrie. Voilà. Alors pour le parcours de prise en charge, on l'a évoqué un petit peu au début, donc il y a effectivement ce diagnostic à la base qui, pour vous, est crucial. Après, donc vous recevez les dossiers. Comment, après, tout ça est pris en charge? Quel est vraiment le parcours jusqu'à la guérison et puis au retour dans la famille? Ouais. Alors, comme en effet, c'est le plus important, c'est le diagnostic. C'est les parents qui vont identifier que leur enfant va pas bien, et ils vont pouvoir l'emmener voir leur pédiatre ou leur cardiopédiatre s'il y en a un. Le médecin soumet en effet le dossier qui va nous envoyer. Donc déjà, il y a pas mal d'échanges là avec le médecin pour pouvoir avoir le dossier le plus complet possible. Parfois, on a besoin absolument d'un scanner. Enfin voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Les dossiers sont ensuite étudiés par des médecins cardiopédiatres de l'association, et comme je disais, par le professeur Leca. Les cas plus compliqués sont étudiés en staff médical. Donc c'est vraiment un collège de chirurgiens et de cardiopédiatres qui vont travailler sur le cas pour être sûr qu'on peut prendre en charge l'enfant. C'est important. Et puis, quand on a les dossiers, il y a aussi cette petite partie qui est aussi le nerf de la guerre, c'est qu'il faut les 12 000 euros. Donc, on ne fait jamais venir un enfant si on ne peut pas financer. C'est dans l'ordre, on récolte les fonds. Une fois qu'on a les fonds, on va dire au service médical, c'est bon, on a 12 000 euros supplémentaires, vous pouvez faire venir un enfant qui a été identifié. C'est vraiment important. Ça arrive à ce moment-là. Et donc ensuite, voilà, faut lui préparer ses papiers. Donc on travaille aussi beaucoup avec les ambassades dans les pays qui nous aident grandement à obtenir les visas. Et puis on fait venir l'enfant, donc comme je disais tout à l'heure, avec une association qui s'appelle Aviation sans frontières. Donc, ce sont des convoyeurs bénévoles qui font les allers-retours entre la France et les pays pour aller chercher ces petits bouts. C'est une séparation quand même avec les parents, Bien mais sûr. c'est une séparation qui est nécessaire, parce que sans quoi ces enfants ils vont pas pouvoir grandir, ils vont pas pouvoir vivre tout simplement. Donc voilà, ils nous confient leurs enfants. Ensuite, ils arrivent donc à Paris, et puis donc on n'opère pas qu'à Paris, on opère dans 13 villes. On opère même à Saint-Denis de la Réunion pour les enfants de Madagascar notamment, c'est beaucoup plus proche. Et on opère aussi à Lausanne et à Genève. Bientôt, on ouvrira en Espagne. Donc voilà, ces enfants sont répartis dans les hôpitaux en fonction des places qui nous sont réservées.
Et donc, ils sont remis dans les mains de familles d'accueil qui sont bénévoles et qui vont s'occuper de cet enfant comme si c'était leur pendant tout le temps de l'accueil. Donc, ça veut dire l'emmener à tous les rendez-vous préopératoires, et puis l'accompagner le jour de son opération et puis suivre toute sa convalescence. Alors, ils se font opérer souvent assez vite une fois qu'ils sont arrivés en France. Et puis après, il y a bien un mois de temps de convalescence où on va suivre l'enfant, faire des rendez-vous post-opératoires, évidemment. Et là, c'est du bonheur parce qu'on voit ces petits bouts qui étaient tout faibles en arrivant, qu'on porte tout le temps, et puis qui gambadent et qui découvrent les joies finalement de pouvoir se Fantastique, déplacer, ouais, jouer avec d'assister à nos ça. enfants. Ouais, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance et que c'est très concret. Le professeur Leca dit que c'est de la tuyauterie en fait qu'on fait, on rebranche des tuyaux, on répare une fuite, mais comme chez vous, quand vous faites venir un plombier, bah, souvent très vite c'est remis. Ben, les enfants c'est pareil, ils ont une capacité à se remettre de cette opération qui est très lourde. Très rapidement et c'est magique de se dire qu'on fait venir des enfants malades qui retournent chez eux guéris, qu'on reconfie à leurs parents en pleine forme. Beaucoup font leur premier pas avec nous finalement chez les petits, donc évidemment c'est trop mignon et voilà, et quand on est sûr que l'enfant va bien et stabilisé, eh bien, on ne tarde pas à le faire retrouver ses parents. Euh, et on la ramène. Donc, c'est de nouveau un convoyeur d'aviation sans frontières, pas forcément la même personne, mais qui va pouvoir le ramener jusqu'au pays où la famille l'attend. Et comme je disais tout à l'heure, ensuite, nous, on a un vrai suivi. C'est important qu'on garde contact avec ses enfants, s'assurer que tout va bien, et puis de les voir grandir. Et on a tout aussi une partie de mission d'entraide. Chaque année, on fait 3 à 5 missions maintenant, 3 à 5 cette année, qui nous permettent d'aller dans les pays directement pour faire des grandes sessions de diagnostic, en profiter aussi pour former les médecins aux gestes d'échographie notamment. Et puis, c'est l'occasion de revoir les enfants qu'on a opérés, les voir grandir et c'est toujours plein de fantastiques histoires. Donc, on est ravis. Très bien. Oui, ce sont que de belles histoires et puis de belles personnes engagées. J'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler justement des familles d'accueil, parce que donc elles jouent un rôle primordial. Qui sont-elles? Alors, les familles d'accueil, elles ont, pour être famille d'accueil, il y a 3 critères assez simples. Il faut habiter à moins d'1 heure de route d'un hôpital dans lesquels on opère. Donc, je pourrais vous les citer, mais Tours, Angers, Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon, Paris, Strasbourg. J'ai dit Saint-Denis de la Réunion aussi, et donc maintenant Lausanne et Genève. Donc, règle d'or déjà, habiter à moins d'1 heure de route de ces hôpitaux, avoir une voiture, parce que c'est important de pouvoir les emmener par ses propres moyens, et avoir du temps. C'est-à-dire que pendant 2 mois, c'est la durée que dure en moyenne l'accueil, eh bien, ils vont s'occuper de cet enfant H24, 7 jours sur 7. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes retraitées, mais pas que. Il y a des familles dont l'un des 2 parents travaille et l'autre a du temps à la maison ou est entre 2 jobs. Voilà, donc c'est des familles avec enfants, sans enfants, monoparentales parfois aussi. Mais voilà, c'est des personnes exceptionnelles, extraordinaires qui vont donner au moins 2 mois de leur vie et parfois plus. On a des familles qui ont accueilli des dizaines d'enfants, enfin une dizaine d'enfants Oui, déjà, c'est c'est déjà beaucoup. beaucoup. Même notre Gorman, je crois qu'elle en est presque à 20 accueils, donc vraiment voilà, c'est des gens fabuleux, généreux, qui ont du temps à donner et qui vont s'occuper de cet enfant comme du leur. Donc voilà, parfois c'est un accueil dans une vie et c'est déjà génial. Et parfois c'est des gens qui vont faire un accueil par an, un accueil tous les 6 mois. Enfin voilà, nous on n'impose rien évidemment, mais quand on a des enfants dont on planifie l'arrivée, on les appelle, on dit ben voilà qui est là pour accueillir cette petite fille qui vient de tel pays, et puis ils nous répondent ben voilà moi je suis disponible.
on y va. Et voilà, c'est très simple, c'est vraiment une relation de confiance. Et puis nous, c'est des échanges aussi continus avec eux pour les suivre et les accompagner au mieux. Ça permet donc d'assister à ces petits miracles. Et donc, j'imagine, comme ça a l'air très simple, mais j'imagine que de temps en temps, vous êtes confronté à des obstacles. Quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confrontés pour atteindre vos objectifs? J'imagine déjà l'aspect Il y en a financier, plein. vous l'évoquez. Évidemment, l'aspect financier, c'en est un, parce que sans argent, on ne sauve pas l'enfant. L'obstacle, ça peut être de pas avoir de famille d'accueil qui sont disponibles à une période. Par exemple, au moment des fêtes, ça peut toujours être un peu compliqué parce que on demande aux gens de rester toujours à 1 heure de l'hôpital en cas de souci. Donc, c'est pendant 2 mois, on peut pas voyager, aller voir la famille en province. Donc, l'obstacle, parfois, c'est d'avoir l'enfant, mais de pas avoir la famille d'accueil pour l'accueillir. Et puis, parfois, les obstacles, on l'a bien eu cette année, en ce moment encore, c'est la situation géopolitique des pays avec lesquels on travaille. Je pense au Mali, au Niger, où aujourd'hui, on peut plus voyager entre la France et ces pays-là. Et c'est des enfants qu'on a diagnostiqués, qui attendent d'être opérés, qu'on va pas pouvoir faire venir. Donc voilà, en fait, il y a toujours, c'est le principe, c'est qu'il y a toujours des obstacles et voilà, nous, on se bagarre pour trouver des solutions et soigner ces enfants toujours un peu plus chaque année, mais surtout toujours mieux. C'est important de ne pas être dans la quantité, mais voilà, de venir vraiment en aide à des enfants qui ont des malformations complexes. On est vraiment spécialisé sur les malformations complexes. Très bien. Et si on devait passer une petite annonce par le biais de cette interview, de quoi l'association a-t-elle besoin? Eh ben, est-ce que je peux en poser deux? Oui. Deux petites annonces. On a besoin de s'appuyer sur la générosité des Français. C'est ce qu'on fait tant, les Français et les Suisses. Mais par deux biais, on a besoin d'eux pour nous aider à collecter des fonds. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, par le biais de ça peut être un anniversaire, un départ en retraite, se dire finalement j'ai pas besoin de cadeaux, mais je vais collecter, j'ai envie de collecter des dons pour ces enfants. Ça peut être via un anniversaire, un départ en retraite, via son entreprise aussi. Peut-être qu'on est chef d'entreprise, on se dit oui, moi on va se mobiliser avec tous nos employés, on va faire des challenges et puis on va financer l'opération d'un enfant. Et ça peut être comme vous l'avez fait, un défi sportif, soit directement via la chirurgie cardiaque, parce qu'on peut avoir des dossards qu'on appelle les dossards solidaires sur des courses. Je pense au marathon de Paris, je pense à l'étape du Tour de France qui arrive là le 7 juillet à Nice, où on va avoir une équipe de 350 coureurs qui vont affronter l'école. Derrière, pour les motiver. Nous, on est là, on les encourage, mais on a besoin d'eux pour qu'ils collectent des fonds. Et puis, c'est aussi parfois un défi personnel. J'ai, par exemple, une femme qui va faire la Loire à vélo avec ses 2 filles et qui vont se dire allez, on va collecter des fonds autour de ce projet. Et voilà, c'est n'importe quel défi qu'on peut se donner, mais finalement lui donner du sens. Donc on a besoin de personnes comme ça, et puis on a besoin de familles d'accueil. Voilà, si vous êtes dans ces villes que j'ai citées tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi, parce que on cherche toujours des familles d'accueil, on en a toujours besoin. Donc si vous êtes prêts à vivre des moments d'exception, des moments durs aussi, mais de grande joie, c'est toujours une grande leçon que nous donnent ces enfants. Et alors, comment s'engager justement ou suivre les missions de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque ou les renvoyer? Alors, on a un site internet, mécénat-cardiaque.org, qui explique bien ce qu'on fait et puis les événements sur lesquels on est présent et surtout comment nous aider. Et puis, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, voilà, mécénat-cardiaque. Parfait, merci beaucoup. Je remettrai évidemment toutes les informations dans le descriptif de la vidéo pour faciliter les choses. Avez-vous un petit mot à ajouter, même si on a évoqué beaucoup de choses, mais en tous les cas, un message à faire passer avant de conclure cet échange?
Ouais, j'ai envie de finir par une petite anecdote d'enfant que vous connaissez bien, Émilie, hein, puisqu'avec le Marathon de Paris, cette année, on a pu sauver 4 enfants, dont une petite fille qui s'appelle Ganira, qui a une trop belle histoire, mais tous les enfants ont des belles histoires, mais cette petite fille qui pouvait pas aller à l'école parce que c'était trop loin, 40 minutes de marche, et elle adorait y aller, mais elle pouvait pas y aller tous les jours parce que c'était trop de fatigue. Et puis, on l'a fait venir. On l'a opérée, elle va bien, et puis elle a pu rencontrer tous nos coureurs du cœur la veille du marathon. Et quand on lui a expliqué que c'était eux qui avaient financé son opération, elle était tellement reconnaissante, et elle nous a dit, on leur a expliqué lui a expliqué tout le monde allait courir plus de 42 kilomètres. Et pour elle, et puis elle était tellement heureuse, et elle nous a dit, mais moi aussi je peux courir maintenant. Et voilà, c'est des petits mots anodins, mais finalement tellement émouvants de se dire que voilà, tous ces coureurs, ces 70 coureurs qui ont fait le marathon aux couleurs de mécénat chirurgie cardiaque, et ben, ils ont sauvé cette petite fille et 3 autres enfants, et lui donner la possibilité de grandir comme les autres enfants de son âge. Voilà, c'est mécénat chirurgie cardiaque, c'est que des belles histoires comme ça, et c'est si concret que on est vraiment heureux de pouvoir offrir cette vie à ces enfants. Merci beaucoup, c'est très émouvant. Et en effet, quand c'est concret comme ça et qu'on assiste à ces beaux miracles, à ces paroles d'enfants qui voilà, ne demandent qu'à être comme tous les autres petits-enfants, c'est magnifique. Voilà. Donc, Oui. merci beaucoup, Sophie Klinger, de vous être faite la Merci. porte-parole aujourd'hui pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Surtout, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vraiment sur leur site internet, les réseaux sociaux, ce qu'ils font, et à vous engager voilà, à votre manière. Il y a plein de possibilités, on l'a évoqué. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc à aller même nous laisser nous laisser peut-être un petit commentaire dans cette vidéo, à nous ajouter aussi peut-être les associations que vous soutenez, leur mission, afin de les mettre en avant auprès de notre communauté. Et puis, à très bientôt pour un prochain sujet. Sophie Klinger, à nouveau un grand merci. Merci à vous, Émilie. Et belle continuation et plein de belles choses pour ces enfants. À bientôt. Au revoir.